Quelle montre portent les plus célèbres gangsters et hors-la-loi de tous les temps? Être à l'heure, c'est important. C'est même parfois une question de vie ou de mort. Alors découvrons ensemble ce que l'on trouve au poignet de quelques-uns des personnages les plus dangereux et les plus connus de l'histoire, pour être sûr de ne pas rater un rendez-vous. On va parler de l'Asie avec un gang bien connu, mais aussi de l'Europe, et on fera certains comparatifs entre ce que portaient les vrais gangsters et ce qu'on peut retrouver à leur poignet dans les films ou les séries qui racontent leurs histoires. On finira avec l'Amérique du Sud avec des narcotrafiquants, mais d'abord, allons rencontrer l'ennemi public numéro 1 des États-Unis pendant les années 30. On commence donc tout de suite avec Alfonso Capone, plus connu sous le nom d'Al Capone, ou sous le sobriquet de Scarface. D'origine italienne, il est né en 1889 à New York et mort en 1947 à Miami. Il fait tout simplement partie des gangsters les plus célèbres de la planète, notamment grâce au cinéma, mais on y reviendra plus tard. Son business principal concernait le trafic d'alcool pendant la prohibition aux États-Unis dans les années 20, mais il est surtout connu pour avoir aidé à démocratiser les techniques mafieuses, incluant la corruption de la police et de personnages politiques, l'intimidation, les assassinats de bandes rivales, etc. Il a amassé une fortune absolument considérable et il avait un train de vie complètement indécent. Mais alors quelle montre portait-il ? Tout d'abord, il portait une montre de poche de chez Patek Philippe. Cette montre à gousset était en platine et sertie de 90 diamants qui représentaient les initiales de Monsieur Capone dans un cercle, une sorte de logo que l'on retrouvait sur différents accessoires lui appartenant. Cette montre a fait son apparition en 2021 lors d'une vente aux enchères à laquelle deux des petites filles du gangster ont participé. Elle fut mise à prix pour 12 500 $ seulement, mais fut adjugée pour 229 900 $, soit un peu plus de 220 000 €. Un prix assez élevé lorsque l'on sait qu'il manquait l'aiguille des minutes et que la montre ne fonctionnait plus. Et comme on le sait, l'histoire d'un garde-temps peut faire complètement exploser son prix, peu importe son état. À la même vente, plusieurs montres ayant appartenu à Sonny Capone, le fils du gangster, ont aussi été vendues, dont une montre bracelet en or blanc de la maison Mimo avec une gravure sur le fond de boîte, indiquant qu'il s'agissait d'un cadeau du frère d'Al Capone et de sa femme. En 2017, une autre montre à gousset de Monsieur Capone fut vendue aux enchères. Il s'agissait d'une montre triangulaire, une pièce unique suivant une commande spéciale du gangster à la maison Illinois Watch Company. Elle était elle aussi en platine et elle aussi estampillée des initiales AC en diamant. Elle fut vendue pour 84 000 $, soit un peu plus de 80 000 €. Pendant les grandes années de Capone, les montres à gousset étaient donc encore largement la norme, mais quelques maisons proposaient déjà des montres bracelets. Capone portant une importance particulière à son look, il semble qu'il se soit laissé séduire par cette nouvelle tendance en s'offrant, entre autres, une Rolex Prince. Cette montre rectangulaire en or jaune et au cadran blanc a un air art déco très prononcé et ne passait certainement pas inaperçue à l'époque. Elle était dotée d'une petite seconde à 6 heures et affichait la certification chronomètre sur son cadran, indiquant une précision de haut vol déjà à l'époque. Lors d'une vente aux enchères de 1996, cette montre était estimée entre 11 000 et 13 000 francs suisses. Difficile de savoir combien elle vaudrait sans son histoire incroyable. Pour céder, on se penche sur un autre hors-la-loi, mais cette fois-ci plutôt dans la finance. En 2009, Bernard Madoff fut condamné à 150 ans de prison pour avoir orchestré la plus grande arnaque du monde, ayant fait perdre des dizaines de milliards à des investisseurs divers. Quelque temps après son arrestation, une vente aux enchères de certains de ses biens fut organisée. Lors de celle-ci, 46 montres de luxe furent vendues et dans cette collection assez impressionnante, on retrouve deux Rolex Prince datant de l'époque de Monsieur Capone. L'une fut vendue pour 2400 livres, soit 2800 €, et l'autre pour 2850 livres, soit 3300 €. Est-ce que le fait de porter une montre similaire à celle que portait l'un des gangsters les plus célèbres du monde ne serait pas un pied de nez de plus de la part de Monsieur Madoff? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et dites-nous aussi si vous êtes intéressé par une vidéo présentant le reste de la collection de Monsieur Madoff. Comme vous le savez certainement, l'une des œuvres les plus connues de la pop culture faisant référence à Al Capone est le film de 1983, Scarface, qui a marqué plusieurs générations. Dans ce chef-d'œuvre, Al Pacino joue Tony Montana, aka Scarface, et à son poignet, on retrouve une montre que j'apprécie particulièrement, la Omega La Magique. Une montre rectangulaire en or jaune, avec un cadran au centre transparent, au milieu duquel les deux aiguilles semblent flotter dans l'air, d'où son nom. Elle est entraînée par un mouvement à quartz décentré pour être dissimulée par une partie du cadran. Les aiguilles sont en réalité fixées sur des disques transparents qui tournent pour indiquer les heures et les minutes. Il s'agit d'une édition limitée à 261 exemplaires qui se trouve parfois sur le marché gris aux alentours de 12 000 à 15 000 €. Elle fait d'ailleurs penser aux horloges Cartier équipées du mouvement Le Mystérieux présenté en 1912. On en parle dans notre vidéo sur 7 choses incroyables à propos de la maison française. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description. On reste en Amérique et chez les immigrés italiens avec Lucky Luciano. Né en Sicile, il est reconnu comme celui qui a réinventé la mafia, rien que ça. Certes, Al Capone était le gangster le plus célèbre de son temps, mais Monsieur Luciano était, d'après de nombreux experts et historiens, le gangster le plus puissant des États-Unis.
Il fait même partie des 100 personnages les plus influents du XXe siècle, selon le Times. Il était lui aussi très reconnu pour son bon goût et son style, toujours très bien habillé avec des vêtements de marque et des accessoires de qualité. À son poignet, l'histoire raconte que l'on pouvait voir de très nombreuses montres différentes, mais le plus souvent des Patek Philippe. En 1957, il en a même offert une de sa collection, la Patek Philippe 1516, à un autre gangster, Joseph Bonanno. Ce nom ne vous dit rien? Il a pourtant servi d'inspiration pour le personnage de Michael Corleone dans la saga Le Parrain, personnage interprété par le gigantesque Al Pacino, encore une fois. Fredo, tu es mon grand frère et je t'aime beaucoup. Mais ne prends jamais parti contre la famille avec qui que ce soit, tu entends? Jamais. On en profite donc pour jeter un œil à son poignet. Dans Le Parrain numéro 2, Michael porte une Omega Constellation, une montre de 35 mm de diamètre en or jaune, avec un cadran paille-panne, ce qui signifie que son centre est surélevé par rapport à son pourtour. Ce modèle fut d'ailleurs dessiné par l'incroyable Gerald Genta, le designer qui se cache derrière la Royal Oak de chez Audemars Piguet, la Nautilus de chez Patek Philippe, et bien d'autres montres encore, dont une version de la IWC Ingénieur, comme on en parlait récemment dans notre vidéo sur 9 choses que vous ne connaissez pas sur la marque de Chafouz. Allez jeter un œil si ça vous intéresse. Avant de passer au Japon, voici John Gotti, le parrain de la famille Gambino pendant les années 80. Les Gambino sont une des 5 familles qui constituent la mafia américaine. John est né à New York en 1940 de parents américains, mais ses origines remontent à la région de Naples. Au moment de prendre les rênes de cette famille ultra influente, John Gotti était considéré comme le parrain le plus puissant de toute la mafia américaine. Les Gambino faisaient alors des centaines de millions de profits par an dans différentes activités illégales, incluant la construction, le vol de véhicules et de marchandises, l'extorsion, les paris, etc. John Gotti était entre autres surnommé le Dap Don, ce qui signifie le Don soigné, faisant référence ici aussi à des goûts de luxe en termes de costumes, d'accessoires et autres. À son poignet, on voyait souvent une Piaget Ultra Thin, référence 9765. Cette montre en or blanc sur bracelet dans le même métal est équipée d'une lunette sertie de diamants. En 2018, le film Gotti retraçait une partie de la vie incroyable de John Gotti. Gamin, je vivais dans la rue, j'ai débuté dans un putain de caniveau et j'ai fini au sommet. C'est le grand John Travolta qui interprétait le parrain dans ce film violent, et à son poignet, on pouvait tout simplement retrouver l'exact Piaget Ultra Thin qui a appartenu à Monsieur Gotti. C'est le fils du parrain lui-même qui a hérité de cette pièce et qui l'a prêté à l'acteur pour le tournage du film. En termes d'attention aux détails, on peut dire qu'on est pas mal, mais comme on va le voir un peu plus tard, ce n'est pas le seul film dans lequel cette situation a eu lieu. Avant de passer en Europe et de finir en Colombie, on change de continent et on se penche sur Jiro Yanagawa, l'un des plus célèbres leaders des Yakuza, gang japonais ultra violent et ultra réputé. Né dans la pauvreté en Corée du Sud en 1923 et parti de rien, Jiro s'est battu pour sa survie dès son enfance et se lança rapidement dans le crime organisé au Japon. Il est décédé en 1991. Il aurait fait partie des personnages les plus influents du gang, et il semble qu'il ait joué un rôle très important dans leur succès et leur renommée internationale. Il avait lui aussi l'habitude de corrompre tout le monde et d'avoir des relations très haut placées. À son poignet, on pouvait trouver une Patek Philippe Nautilus 3800-108, une pièce en or jaune entièrement sertie de diamants et autres pierres précieuses. D'après la gravure sur son fond de boîte, il semble qu'elle lui ait été offerte en cadeau. Le sertissage est très certainement aftermarket, mais son histoire lui donne encore une fois une valeur difficile à estimer. Elle fut vendue aux enchères il y a quelques années pour un prix non communiqué. On fait maintenant un tour rapide en Europe, en commençant par la France. Voilà Jacques Mérine, ou Messrine selon certains, mais il paraît qu'il aimait pas trop qu'on le prononce comme ça, alors chut. Messrine, Jacques... Eh, la dactylo, là, c'est quoi qui a pété le premier? C'est les menottes ou le radiateur? Hein? On dit pas Messrine, on dit Mérine. Comme tu dirais, Miroménil, pas Miromesnil, ou... Tu dis quoi, Rosnis ou Bois? Ok, Mérine. Jacques est né le 28 décembre 1936, assez ironiquement, le jour des Saints Innocents, est mort sous les balles de la police en 1979 à Paris. Au début des années 70, il était connu pour ses vols à main armée dans plusieurs pays, mais aussi pour ses évasions de prison et son charisme médiatique. Petite anecdote, il serait mort à 15h15 précisément, et cette heure est restée comme une heure de commémoration tous les 2 novembre, date exacte de son décès. Ceux qui veulent lui rendre hommage se rendent donc sur sa tombe, applaudissent et boivent du champagne, en mémoire semble-t-il à son combat. Un hommage qui peut être mal vu par certains, puisqu'il s'agissait tout de même d'un hors-la-loi ultra-violent. En 2008, Vincent Cassel a joué Monsieur Mérine dans Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1 et L'instinct de mort. À son poignet dans ces 2 films, on pouvait voir différentes montres, mais difficile de reconnaître le modèle. D'après vous, de quoi s'agit-il? Dites-le nous en commentaire. Certaines sources parlent d'une Cartier Santos or et acier, et en effet, on croit la reconnaître sur plusieurs plans.
En tout cas, difficile de savoir si le vrai gangster portait vraiment cette montre, mais vu l'attention aux détails du réalisateur sur le reste du film, il est possible qu'il soit tombé sur une photo ou des informations indiquant que l'homme le plus dangereux du pays à son époque portait une pièce similaire. On reste dans les parages, mais on traverse la Manche, direction la Grande-Bretagne. Dans les années 50 et 60, les jumeaux Kray étaient de célèbres gangsters originaires de Londres. Les deux commencèrent leur vie de violence en tant que boxeurs professionnels en poids léger, jusqu'à ce qu'une bagarre de rue les envoie en maison de correction et mette fin à leur carrière sportive. Ils se sont donc réorientés vers le crime organisé et ont monté leur gang, The Firm. Le gang était actif dans le braquage à main armée, les incendies, le racket, les agressions et même les meurtres. Dans Legends en 2015, Tom Hardy joue les deux jumeaux et à son poignet lorsqu'il incarne Reggie Kray, on peut voir une Omega en or jaune avec un cadran blanc et une lunette sertie de diamants. Cette montre est encore une fois une pièce qui a vraiment appartenu à Reggie Kray et qui fut prêtée pour le tournage. Elle fut ensuite vendue aux enchères pour environ 11 500 €. Le second frère, Ronnie Kray, portait lui aussi des montres en or, et on a pu trouver dans son héritage une Longines et une Waltham en or. La Longines était d'ailleurs un cadeau de son frère, comme l'indique la gravure sur le fond de boîte. On change à nouveau de continent, mais on revient sur le concept de l'ennemi public numéro 1 avec Pablo Escobar. Né en Colombie en 1949 et mort dans le même pays en 1993, il était l'un des plus gros barons de la drogue des années 80. Il est lui aussi très souvent présent dans différentes œuvres au cinéma, à la télévision ou ailleurs. Le chiffre d'affaires de son cartel, lorsqu'il était à son apogée, dépassait les 20 milliards de dollars annuels, et il est considéré comme le criminel le plus riche de l'histoire. On peut donc en déduire que le budget n'était pas vraiment un problème pour lui. À son poignet, on a surtout vu beaucoup de trucs qui brillent, dont une Rolex D-Date entièrement sertie de diamants. La D-Date, considérée comme la montre des puissants par excellence, n'est disponible qu'en métaux précieux, à savoir l'or jaune, l'or blanc, l'or rose et le platine. Avec tous ces diamants, difficile d'en être sûr, mais il semble bien qu'il s'agisse d'un modèle en or jaune qui fut serti aftermarket. Cette montre fut vendue aux enchères en Colombie en 2013. Elle était alors estimée aux alentours de 70 000 $, mais fut vendue pour 8 500 $ seulement. Y aurait-il anguille sous roche dans cette vente ? Certains auraient-ils subi des pressions particulières pour influer sur le prix et sur le nouveau détenteur de cette pièce historique ? Ou est-ce que l'histoire d'Escobar hante encore le pays au point de ne pas vouloir posséder ses bijoux ? On vous laisse vous faire votre propre avis. En tout cas, l'acheteur a voulu rester anonyme et aurait déclaré « On ne sait jamais qui peut venir toquer à votre porte pour réclamer ce qui leur appartient ». Il a aussi dit qu'il allait faire fondre la montre et les autres bijoux qu'il avait achetés à cette vente aux enchères pour se servir des métaux et des pierres précieuses. Pablo Escobar est donc présent dans de nombreuses œuvres dans la littérature, le cinéma et autres. En 2015, on a pu le retrouver dans une série Netflix qui a fait beaucoup de bruit, Narcos. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dans cette série très réussie d'un point de vue divertissement, Wagner Moura, l'acteur jouant le Colombian Kingpin, porte une Rolex Cellini 4114, une montre carrée en or jaune avec un cadran doré monté sur un bracelet en cuir d'alligator noir. Elle est entraînée par un calibre à remontage manuel et se trouve parfois d'occasion aux alentours de 3 000 €. Alors laquelle de ces montres de gangsters est votre préférée et sur quel sujet aimeriez-vous que l'on se penche pour la suite ? Répondez en commentaire et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, à plus les calibrés!